Bien. Bonsoir. Merci d'être venu à l'Amphi Fresnel, d'avoir bravé le beau temps pour nous rejoindre. Mais vous savez, pour parler biodiversité, il faut aussi du soleil, donc merci. Et ce soir, nous allons parler de biodiversité et santé dans le cadre de notre cycle du Jardin des Sciences sur la diversité biologique. Vous savez que nous sommes l'année mondiale. Eh bien, ce soir, nous avons deux invités parmi nous parce que nous allons aborder les pratiques traditionnelles de la médecine par les plantes. Et nous allons l'aborder, on va dire, en deux régions, deux grandes régions. Une première région où nous allons nous intéresser vraiment du régional, l'Est de la France, grâce à Christian Busser qui est juste à côté de moi. Là, nous allons regarder quelques historiques de ce que nous savons sur les plantes médicinales dans nos régions, quelles sont les méthodes médicales appliquées avec tout cela. Nous allons regarder ces pratiques traditionnelles, essayer de comprendre quelles sont leurs efficacités, quels sont leurs champs d'application dans la recherche pharmacologique, et de voir également s'il y a de l'évolution possible, puisque la recherche actuelle va peut-être se servir de toutes ces méthodes traditionnelles pour mieux faire avancer la science. Ça, c'est pour notre partie régionale. En plus, Christian Busser est donc un docteur en ethnologie, spécialiste de la pharmacopée des plantes. Il est également fondateur de l'école Planta Santé qui se trouve à Aubernais. Et il est également l'auteur d'ouvrages sur les plantes des Vosges. Donc, vous voyez, beaucoup d'intérêt pour nous ce soir. Et puis, nous allons franchir quelques kilomètres, quelques milliers de kilomètres pour nous diriger vers les régions Caraïbes. Et puis également aussi un petit peu d'Amazonie dans la région colombienne, si j'ai bien compris, grâce à notre deuxième invité, Bernard Weniger, qui est aussi un spécialiste en pharmacologie, notamment en pharmacognosie, exactement. Il vous expliquera ce dont il s'agit. Il s'intéresse, lui, à la diversité biologique, à la diversité culturelle. Donc il a regardé dans ces régions Caraïbes comment est-ce que les méthodes traditionnelles de médecine par les plantes peuvent apporter un savoir supplémentaire et dans la politique de santé, par exemple, de ces pays en voie de développement. Et puis il est également co-éditeur du journal Ethnopharmacologia, qui est le journal de la Société d'ethnopharmacologie française, voilà. Donc, deux spécialistes pour nous parler de ces deux belles régions, mais je pense que nous allons retrouver des recoupements sensibles entre les deux pays. Je vais leur laisser la parole. Vous savez que par la suite, nous aurons nos séries de questions-réponses. Et puis, comme il est un peu timide, il ne saura peut-être pas vous le dire, notre collègue sera également sur Rundum à partir de la semaine prochaine. Semaine rundumienne, si j'ose dire, consacrée à la biodiversité. Voilà. Bonne soirée. Merci. Voilà, merci. Alors, je vais effectivement... Vous m'entendez? Oui. Je vais vous parler de biodiversité ce soir, sachant que j'anime par ailleurs des séminaires, des sortes de matinées le samedi matin, une fois par mois, à l'université de Strasbourg, sur l'ethnomédecine. Alors ceux qui sont intéressés pourront trouver les informations sur le site planta.euro.st. Alors, petite anecdote amusante, pourquoi la chèvre s'offre-t-elle une cure de jouvence avant le printemps? L'histoire remonte à il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai commencé à enquêter dans le massif vosgien. Je m'étais aperçu que les chèvres, alors que les feuilles des frênes n'étaient pas encore sorties, broutaient ou arrachaient l'écorce des frênes. Et un petit peu plus tard, quelques semaines après, revoyant les mêmes éleveurs, je m'apercevais que les mêmes chèvres broutaient les feuilles des frênes. Et je m'étais demandé pourquoi, et je lui ai posé la question à cet éleveur. Ah non, c'est l'inverse. Voilà. Et il m'a répondu, mais c'est un peu comme les hommes qui ont l'habitude de pratiquer une cure de d'épuration. C'est un grand mot qui n'a plus grande signification actuellement dans le monde médical moderne, mais qui en a une importante dans les civilisations traditionnelles et qui vise à la fois un effet diurétique et une élimination de toxines diverses.
Alors ce frêne, que sait-on sur lui? Alors sur le plan étymologique, il a différents noms, bien sûr, que ce soit en patois vosgien, belge ou en alsacien. Sur le plan des usages populaires, on en faisait fréquemment une sorte de boisson fermentée qu'on appelle la freinette, qui est préparée par fermentation de feuilles, parfois avec du jus de citron ou avec de la menthe, et qui était utilisée à la fois pour combattre la fièvre et pour ce fameux effet dépuratif. D'autre part, les vaches, comme je vous le disais, ainsi que les chèvres ou les moutons aiment à brouter les feuilles, en début de saison en particulier, pour cet effet que je citais tout à l'heure. Alors voici les feuilles de frêne. Alors on reconnaît bien l'arbre à ses bourgeons noirâtres et à ses feuilles composées. Et les feuilles de frêne entrent dans la plupart des tisanes antirhumatismales, puisqu'elle a des propriétés importantes dans ce sens, ainsi que dans les tisanes antigoutteuses. C'est une des plantes locales les plus importantes contre la goutte à long terme. Et en cas d'insuffisance rénale. Alors les feuilles pouvaient être récoltées à tout moment dès l'ouverture des bourgeons. Alors la transmission des connaissances en matière de plantes médicinales a fait l'objet de nombreuses études réalisées par des anthropologues, des ethnopharmacologues, des ethnologues sur le terrain, et on s'est aperçu qu'il y a en gros 3 groupes de transmission de connaissances. La première, le premier groupe concerne tout simplement l'étude des animaux, des pratiques des animaux qui ont été largement étudiées en Afrique. On a même déplacé des chimpanzés pour voir s'ils arrivaient à retrouver à 200 ou 300 kilomètres de leur habitat originel des plantes antiparasitaires, ce qui était le cas. Nous l'avons constaté chez nous et nous l'avons constaté également dans d'anciennes pratiques médicales, médecine ayurvédique, médecine chinoise. La deuxième forme de transmission des connaissances consiste en ce qu'on appelle en la théorie des essais et des erreurs, c'est-à-dire les hommes ont fait des essais, il y a eu des intoxications, des morts éventuelles, et on s'est aperçu que dans bien des cas, lorsqu'une plante était toxique, elle pouvait avoir des propriétés intéressantes sur le plan pharmacologique. Et la troisième forme de transmission des connaissances, qui est beaucoup plus curieuse, est appelée la théorie des signatures ou enseignement des signatures, Signaturlehre en allemand, et qui fait appel à une méthode analogique qui est beaucoup plus proche des méthodes chamaniques, qui consiste à observer la plante dans son milieu naturel et en déduire un certain nombre de possibilités thérapeutiques. Mais ça nous mènerait trop loin aujourd'hui. J'ai interrogé un jour une guérisseuse dans la région de Cornimont, dans les Vosges, et je demandais à cette femme, qui avait à l'époque 80 ans, comment il soignait les maux d'oreille dans sa famille. Alors elle me disait, mais c'est très simple, on coupe une tige de frêne fraîche, on la place dans le poêle en céramique, qu'on appelle le Korlof en Alsace, au 2e ou au 3e étage, jusqu'à ce que la sève commence à s'écouler, et on la laissait couler sur une bourre de coton que l'on plaçait dans l'oreille, ou alors directement dans l'oreille. Et elle disait que les douleurs régressaient assez rapidement. Alors c'est une pratique qui est tout à fait curieuse. Alors voici encore le frêne, on voit bien ces bourgeons noirâtres. Et la science a montré qu'il existe une synergie de molécules diverses, des tanins, des iridoïdes, on trouve même de l'arpagoside, ce qui vous rappelle l'arpagophytum, qui est une autre plante à propriété anti-inflammatoire, probablement la plus utilisée dans le monde à l'heure actuelle. En tout cas, on en vend le tonnage le plus important en matière de plantes médicinales. D'autres molécules qui agissent à la fois sur la fièvre, sur l'inflammation et sur la douleur. Or, quand vous allez en pharmacie à l'heure actuelle pour soigner une otite externe ou un début d'otite interne, on vous proposera une solution qui présente précisément ces 3 propriétés. Donc, on pourrait aujourd'hui encore créer un médicament à base d'extrait de frêne pour traiter des maux d'oreille. Alors, ceci pour vous dire que lorsqu'on se trouve confronté à un éleveur ou à un agriculteur de montagne qui nous parle de pratiques tout à fait étranges, dans un premier temps, on a un mouvement de recul en tant que scientifique, et puis la sagesse m'a appris avec le temps à me dire que même si la science n'a pas encore étudié la question, ça ne veut pas dire que ce soit dénué de sens.
Et dans bien des cas, lorsque j'enquêtais, je m'apercevais que la science avait montré tel ou tel aspect scientifique il y a 10 ans seulement, ou il y a 20 ans. Récemment, je m'étais intéressé à Hildegard de Bingen et à l'utilisation d'une épice Alpingia dont elle disait qu'elle pouvait être utilisée en post-infarctus, et ça ne fait que 3 ou 4 ans que la science a montré qu'il y avait un effet effectivement dans ce sens-là. Alors quelques mots sur la biodiversité en Alsace. Il était affiché dans les mairies et les curés dans les paroisses le rappelaient qu'il ne fallait pas faucher entre la Saint-Georges et la Saint-Jean d'été. La première date a lieu le 23 avril et la seconde le 24 juin. Et un jour, je voulais me promener avec un fils d'éleveur qui avait à l'époque 9 ans. Et en lui proposant cette promenade, la première question qu'il me pose, c'est « Mais est-ce que la Saint-Georges est déjà passée ?» Je lui dis « Mais oui, mais pourquoi ?» Et il me rappelle justement ce dicton ou cet élément comme quoi il ne fallait pas marcher sur les pâtures. Et pourquoi ? Alors c'est très simple, ça permettait tout simplement pendant ces 2 mois la montée en graines d'un certain nombre de plantes et par conséquent d'assurer une biodiversité maximale. Et là encore pourquoi ? Parce que ça permettait d'assurer une nourriture extrêmement biodiverse, pourrait-on dire, pour les animaux en tant que fourrage. Pour les hommes, ça leur permettait de disposer d'un maximum de plantes médicinales, puisqu'elles avaient le temps de fleurir, voire de monter en graines d'ici jusqu'au mois de juin. Et puis il ne faut pas oublier que ce que nous considérons aujourd'hui comme des compléments alimentaires étaient tout simplement les plantes médicinales ou des plantes qui étaient à la limite entre les plantes alimentaires et les plantes médicinales, qui étaient utilisées sous forme de légumes, sous forme de condiments, sous forme d'épices. On utilise beaucoup le persil aujourd'hui, mais autrefois on utilisait très couramment les feuilles de pimprenelle pour le même usage. Et elles renferment effectivement un certain nombre d'oligo-éléments ou de vitamines tout à fait utiles. Cette biodiversité permettait donc de maintenir, on pourrait dire, une biodiversité humaine, dans le sens qu'elle permettait de limiter quelques pathologies courantes grâce à l'utilisation de nombreuses plantes. Sur le plan agricole également, une étude publiée dans la revue Nature en 2001 a montré que la productivité des prairies est proportionnelle à son niveau de biodiversité, ce qui n'est pas étonnant puisque elles amènent à la surface un certain nombre d'oligo-éléments dont ont besoin d'autres plantes, et de plus en plus, ne serait-ce que dans le domaine de la viticulture, on étudie maintenant les synergies qui peuvent se produire entre les plantes qu'on laisse enfin pousser entre les plantations de vignes et d'autres. Mais il y a de nombreux exemples dans le monde agricole qui montrent cela. Et cette biodiversité semble être directement liée également à la présence de mycorhizes, ces fameux champignons microscopiques qui poussent en symbiose avec les racines. C'est un phénomène qui est bien connu dans la famille des fabacées, mais dans bien d'autres familles, on constate également ce phénomène, même avec l'arnica que j'avais longuement étudié il y a une vingtaine d'années. Alors la récolte, comment est-elle réalisée dans le domaine des plantes médicinales? Alors soit on fait appel à des récoltes sauvages, traditionnellement, toujours dans le respect de l'environnement, parce qu'il faut se mettre dans la peau des récolteurs ou des laboratoires. Ils ont intérêt l'année suivante à retrouver au moins autant de plantes que l'année précédente, et donc ils cherchent en général à soigner la biodiversité. Un exemple, lorsque je récoltais des tonnes d'arnica dans le massif vosgien, je veillais à ce que mes récolteurs n'arrachent que au maximum 1 cm de rhizome et non pas 20 cm, alors qu'en tirant la racine d'une certaine façon, on pourrait en retirer évidemment plus, ce qui était tout à fait mon intérêt. D'autre part, après la publication d'une ordonnance impériale par Charles le Grand dans les années 800, le capitulaire d'Évilis, on a cultivé très largement dans toute l'Europe près de 90 plantes médicinales et arbres fruitiers, qui sont donc répandus dans l'Empire, et ce qui a provoqué un brassage de plantes. Exemple, la mauve sylvestre, qui est plutôt une plante provençale. Nous connaissons plutôt d'autres mauves, telles que la mauve musquée chez nous. En tant que mauve endémique, ces mauves ont été introduites dans les pays du Nord et jusque dans la région de Hambourg, et de nombreuses plantes aromatiques de la famille des labiers, telles que la sarriette, la lavande ou le romarin, qui bien entendu ne sont pas sauvages à notre niveau, ou la camomille romaine, pour prendre un autre exemple, alors que nous connaissions ici la matricaire ou la camomille allemande.
Bien sûr, de nombreuses plantes sont protégées. Il existe un livre rouge des espèces menacées qui est publié pour les espèces animales et végétales en Alsace et qui rappelle celles qui sont protégées et celles qui sont menacées à l'heure actuelle. Mais je dois dire que l'immense majorité des plantes que j'ai étudiées lorsque je travaillais dans le massif vosgien, j'ai étudié près de 400 plantes, dont 200 sont très courantes en tant que plantes médicinales, et en fait les anciens récoltaient en règle générale des plantes très courantes, faciles à reconnaître, et qui évitaient évidemment les confusions avec d'autres plantes. Donc beaucoup sont éminemment communes, comme l'ortie, la prêle, qui intervenait d'ailleurs même dans les potages, la renouée des oiseaux, la verveine officinale, à ne pas confondre avec la verveine odorante, qui est exotique, ou la sauge des prés, différente de la sauge officinale. Mais il y a également des plantes bien utilisées, néanmoins protégées, l'arnica, bien entendu. On peut la récolter à condition de payer des droits aux communes concernées, la canneberge, la gentiane, la pensée des Vosges ou la valériane. Alors de manière générale, le mode de vie était toujours fondé sur l'entraide. On insistait beaucoup sur la notion de beauté des paysages. Il y avait donc toute une philosophie de la vie, une hygiène de vie remarquable que j'ai connue en enquêtant. On insistait sur la conservation des espèces locales, ne serait-ce que pour les espèces fruitières, source de nombreuses multivitamines naturelles et pratiquement éléments de vie ou de mort, on pourrait dire. Et on indiquait toujours que la plupart des plantes devaient être à portée de main, ce qui est encore le cas pour les hameaux d'altitude. Alors un premier exemple des relations entre l'homme et la plante, une plante qu'on appelle gaudremoine en patois ou fenouil des Alpes, qui est tout à fait caractéristique des chaumes, des hauteurs. Alors la voici, elle a un port ombellifère avec des feuilles très fines et une odeur qui rappelle un peu celle du fenouil. La plante était connue dès le Moyen-Âge, à l'époque d'Hildegard de Bingen, qui la conseillait pour augmenter la sécrétion du lait, donc en tant que galactagogue. Et le grand botaniste Bonnier l'a répertorié en tant que plante digestive, comme le fenouil d'ailleurs, et comme bien d'autres ombellifères, à l'image du carvi, qu'on appelle aussi cumin des Vosges, celui que l'on mange avec le Munster, ou comme anticataral en cas de bronchite. Et puis au début du siècle, on a découvert, du moins on a mis en évidence d'autres propriétés sur l'estomac en particulier, propriétés emménagogues, donc propriétés de type hormonal assez nombreuses. Mais ce qui est plus curieux, c'est qu'on me racontait que pendant la Première Guerre mondiale, nombreux étaient les soldats français ou allemands qui, lorsqu'ils marchaient pendant une journée sur les chaumes, souffraient d'épistaxis, de saignement du nez, et on a fait la relation avec cette plante. Ça laisse donc supposer qu'il y avait un principe anticoagulant, volatile dans cette plante, qu'on n'a pas, semble-t-il, isolé encore à l'heure actuelle. On a évidemment une petite idée, et tout est une question de dose. Alors on peut la préparer sous forme de toast, il suffit de hacher les feuilles avec du beurre et de préparer des toasts tout à fait délicieux, à condition de ne pas se trouver sous anticoagulant, ce qui serait évidemment contre-indiqué. Donc on connaît bien ses propriétés. On a constaté également que certains troupeaux de vaches qui broutaient fréquemment cette herbe périclitaient parce qu'ils souffraient d'hémorragie interne, ce qui est également lié à cet effet. Par contre, les éleveurs savaient parfaitement que l'on pouvait utiliser des doses plus légères pour l'effet ou galactagogue ou pour les propriétés digestives qui étaient mises à profit. Alors d'autre part, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'efficacité de cette médecine par les plantes en prenant quelques exemples. D'abord, l'efficacité des plantes est bien connue pour les affections bénignes. C'est tout le champ d'activité de la phytothérapie ou de l'aromathérapie. On a constaté il y a des siècles déjà une bonne activité sur les bronchites, voire même sur certaines pleurésies. Par contre, lorsqu'il y avait des complications pour des pneumopathies, des pneumonies, il y avait beaucoup de décès. Et pourtant, d'autre part, l'efficacité est directement liée à la récolte de la drogue. Alors la drogue, c'est ce qui a donné le nom de droguiste, c'est la partie utilisée, la partie active. On me précisait par exemple que pour ce qu'on appelle la rhubarbe des moines, le Rumex alpinus, qui est utilisé comme antidiarrhéique, c'était les sommités fleuries qu'il fallait utiliser, alors que les racines sont au contraire laxatives. Donc c'est pas la même partie de plante. Ou la notion de préparation de dosage. On me rappelait que lorsqu'on voulait avoir un effet vermifuge avec la gentiane, il fallait la cuire non pas dans de l'eau mais dans du lait,
ce qui laissait sous-entendre que certains principes sont solubles dans les matières grasses. Et bien sûr, tout n'est pas transposable en 2010. On ne ferait plus aujourd'hui des enveloppements dans du vin rouge comme on le faisait au 19e siècle, mais ça donne quand même une idée de type de préparation, par exemple en teinture, que l'on pourrait réaliser. Alors les pathologies fréquentes autrefois, c'était surtout des maladies pulmonaires, bien sûr, dans les Hauts-de-Vosges, influenza, mal de l'armoire. Ce qu'on entendait par l'armoire, c'était la poitrine, donc ça pouvait être aussi bien un problème pulmonaire qu'un problème cardiaque, voire le tinnitus. Les pneumonies, les pleurésies, les phtisies, bien sûr, les brucelloses, affections externes, diphtérie, il y en avait encore, hydropisie, dysenterie, coqueluche, tuberculose, etc. Alors, la première question que je m'étais posée lorsque j'ai commencé à interroger les anciens, c'est est-ce qu'ils étaient capables de traiter des maladies graves de type pneumonie? Et la première personne qui m'a répondu m'a dit que oui, avec cette plante qu'elle appelait le Sauvagenaveille. J'ai dû attendre quelques mois, c'était en hiver, pour savoir ce que c'était que cette mystérieuse plante. Vous l'avez sûrement reconnue si vous connaissez un petit peu les plantes ou la botanique, c'est la bryone, Bryonia dioica. Et il se trouve que 20 ans auparavant, une équipe roumaine avait montré que une plante voisine, une espèce voisine, Bryonia alba, avait des propriétés qui stimulaient le développement de certains globules blancs, certains lymphocytes, et qu'elle avait de nombreuses propriétés antibactériennes. Alors bien sûr, ils ne s'arrêtaient pas à l'usage de cette seule plante, mais ils utilisaient d'autres plantes pour traiter la pleurésie associée, des plantes diurétiques souvent. Ils leur conseillaient d'avaler une limace crue, parce que c'est une plante, j'allais dire, un animal qui est riche en dérivés soufrés. C'est ce que l'on fait toujours lorsque l'on achète des médicaments fluidifiés en officine. Ce sont des dérivés soufrés, donc c'est un peu le même principe. Et c'est donc intéressant de répertorier, j'en ai répertorié au moins 30 ou 40, les plantes à propriétés antibactériennes et de voir la mise en œuvre d'un traitement complet dans ce domaine. Autre exemple, le millepertuis, que l'on reconnaît à ses perforations au niveau des feuilles. Il existe d'autres espèces de millepertuis qui ne présentent pas ces perforations, qui sont dues à la présence d'huiles essentielles. Et on trouve, voici encore le millepertuis en fleurs. Alors là, c'est typiquement une fleur de la Saint-Jean qui fleurit au mois de juin. Alors les usages populaires sont extrêmement nombreux, je passe là-dessus. Ce qui m'a intéressé, c'est que un ouvrage qui est intitulé Historia Plantarum Alsaticarum, qui a été publié à Strasbourg en 1742, précise que la plante est bonne pour affectibus melancholicis dicata in malo hypochondriaco. Donc en clair, c'était utilisé pour le mal hypochondriaque en cas de dépression. Et effectivement, populaire, on me disait que la plante était bonne pour le moral, à condition d'en utiliser à raison d'1 litre par jour pendant près de 5 à 6 mois sous forme de tisane. La plante était fréquemment accrochée également dans les maisons en guise de protection. Paracelse, le grand Paracelse disait que c'était une plante fuga demonum, qui chassait les démons, utilisée en psychiatrie également, ce qui a été le cas pendant longtemps, et nombreuses propriétés antibiotiques parmi les autres propriétés. La science a montré très largement cet effet antidépresseur, qui est dû non pas à une substance, comme on le croyait il y a encore une trentaine d'années, mais à un complexe de substances diverses, telles que les flavonoïdes, d'exanthone, et c'est à l'heure actuelle, disons, les plantes à base, les extraits secs à base de millepertuis représentent les médicaments antidépresseurs les plus vendus dans l'espace germanique, donc qui passent bien avant les molécules chimiques que nous connaissons chez nous. Alors, modes d'emploi sous forme de spécialités, qui sont bien connus à base d'extraits secs, ou sous forme de tisane ou de gélules. Bien sûr, les extraits secs sont les plus actifs. Alors, il y a de nombreuses interactions avec d'autres médicaments qu'il faut signaler, donc il faut vérifier, si vous souhaitez l'utiliser, que on puisse l'utiliser avec d'autres remèdes. On utilise également une huile rouge de millepertuis, comme cicatrisant, et également pour traiter des brûlures, des érythèmes, sachant que la même plante peut provoquer l'inverse et peut provoquer des érythèmes lorsqu'on s'expose au soleil. On voit parfois ce type de contradiction apparente dans certaines plantes. Voici donc les nombreuses précautions d'emploi, en particulier pour les jeunes femmes qui prennent des anticonceptionnels.
C'est gênant, évidemment, si on a une baisse d'activité sous pilule de 5 ou 10%. Ça l'est moins pour d'autres médicaments. Mais... Autre exemple, l'aubépine. Un jour, j'interrogeais une paysanne d'altitude et je lui demandais comment il traitait les problèmes de cœur. Alors elle m'a dit oui, dans certains cas, lorsqu'on avait mal au cœur, alors je lui ai demandé ce que c'était que son mal au cœur, et elle m'a fait une description qui correspondait bien à l'angine de poitrine et non pas à un chagrin d'amour. Et elle m'a dit que dans ces cas-là, on utilisait un mélange de fleurs d'aubépine, de fleurs de pissenlit, de fleurs de prime-vert. Les explications, on les connaît. La fleur de prime-vert renferme des principes salicylés qui sont intéressants pour éviter en particulier des problèmes pulmonaires ou des œdèmes pulmonaires. Le pissenlit était appelé Herba diuretica, excellent diurétique, mais l'aubépine. Et effectivement, la science a montré qu'elle favorise une meilleure circulation du myocarde, elle favorise même la création de nouveaux vaisseaux qui contournent les problèmes de myocarde. Là, on serait amené à réaliser des doubles ou triples pontages. Et là encore, en Allemagne, c'est une plante qui est extrêmement utilisée en tant qu'adjuvant, à côté des médications classiques, dans les cas d'arythmie ou dans les cas d'angine de poitrine, mais surtout, tout simplement, pour ses propriétés sédatives cardiaques en cas de palpitation ou en cas de tachycardie. Il existe d'ailleurs de nombreuses spécialités en France à base d'aubépine dans ce sens. Alors j'ai trouvé bien sûr un certain nombre de formules complexes dans des cahiers. En voici un. On parle ici de violette de Beauchopécu, c'est le nom patois de l'églantier, de bois de réglisse, de pin de Saint-Jacques, de raisin de Grèce, on parlait à l'époque de raisin de Grèce plutôt que de Corinthe, de guimauve, écrit en patois, mélange typiquement pectoral. Où là, à droite, vous voyez une autre formule. Pour le rhume, on prenait un thé de mousse d'Islande, qu'on appelle aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ce pays, évidemment, pour d'autres raisons. On parle aujourd'hui de lichen d'Islande, et on sait que cette plante est expectorante et qu'elle est même immunomodulante, donc elle renforce les défenses immunitaires. On parlait de la ciguë également, l'histoire de Dipas, on s'en servait également pour traiter la belle-mère, pour frotter le bois du lit en cas d'infestation par des punaises. Et utilisation de sirop d'IPK, là manifestement on avait affaire à des gens qui allaient en pharmacie et cherchaient leur sirop d'IPK, dont ils demandaient la préparation magistrale. Parfois de très belles illustrations, et un peu plus loin, chose tout à fait extraordinaire, j'ai même retrouvé 2 pages sur la rédaction d'une pharmacopée végétale qui rappelait, c'est très rare parce qu'il faut se dire qu'au XIXe siècle, ce qui était évident pour une population agricole n'était jamais écrit. C'était tout au plus transmis par voie orale au cours des veillées, au coin du feu. Et là, on trouve une sorte de répertoire, de calendrier qui rappelle que tel ou tel mois, il faut récolter ces plantes-là et qu'elles ont telle ou telle utilité. Alors que n'importe quel agriculteur les voyait, ces plantes, bien évidemment, et ils ont écrit cela pour les générations futures il y a un peu plus d'1 siècle. Autre exemple, le cassis, les feuilles de cassis qui sont extrêmement utilisées, à la fois les fruits en tant que source de vitamine C, de sources de flavonoïdes également qui sont bonnes pour la vue, mais plus encore, les feuilles de cassis sont largement utilisées pour des problèmes de bronches, des bronchites, des problèmes de rhumatisme ou des problèmes d'allergie. Et lorsque, de manière scientifique, on essaie de trouver le fil directeur entre des problèmes d'allergie, des problèmes de bronches, de rhume ou de gorge et de rhumatisme, on s'aperçoit que, je passe un peu rapidement, que la plante stimule ce qu'on appelle l'axe corticotrope. En clair, elle stimule la fabrication de cortisol dans l'organisme, d'où l'utilisation de cette plante dans un certain nombre de cas où on pourrait être tenté, à plus forte dose bien entendu, d'utiliser de la cortisone. C'est donc une plante qui est largement utilisée en phytothérapie pour ces raisons à l'heure actuelle. Autre plante couramment utilisée dans les états grippaux et pour les rhumatismes, la reine des prés. Je rappelle que c'est un Allemand, on peut dire, qui vivait en Alsace en 1853, qui a réalisé la première acétylation de l'acide salicylique tiré du sol ou de la reine des prés. Ça s'est passé ici.
Et cette graine des prés est donc riche en dérivés salicylés et peut donc être utilisée pour les mêmes raisons que l'aspirine, soit pour des maux de tête, soit pour des rhumatismes ou tout simplement pour des douleurs de type rhumatismal. Et aujourd'hui, la grande utilisation, c'est en tant que diurétique, surtout dans les cas de surpoids. C'est tout à fait à la mode maintenant, surtout au cours du printemps. Nombreuses utilisations sous forme de gélules, de tisanes, extraits fluides et bien d'autres formes. Alors l'efficacité de cette médecine par les plantes, selon les praticiens, est surtout importante lorsque l'on tient compte du terrain. C'est ce qui fait que les études cliniques sont extrêmement difficiles à réaliser dans le domaine de la phytothérapie. Il faut vraiment tenir compte de l'histoire du patient, de ses prédispositions génétiques éventuelles et du contexte familial pour avoir une efficacité optimale dans ce domaine. Et pour finir, quelques mots sur la recherche pharmaceutique moderne. On m'a demandé si elle s'inspirait de la médecine populaire d'Alsace. Alors je dirais pas spécifiquement de l'Alsace, mais de manière générale des pratiques populaires ou traditionnelles dans tout l'espace hérité des Celtes ou des Carolingiens ou du Saint-Empire romain germanique, avec des plantes telles que le millepertuis, l'aubépine, genièvre, lierre. Ce sont des pratiques que l'on retrouve couramment depuis la Bretagne jusqu'à l'Oural. Avec des variantes, puisque parfois on trouve d'autres espèces à propriétés proches. La piloselle, par exemple, qui a été bien étudiée par des pharmaciens alsaciens de Saverne, qui ont montré dans l'entre-deux-guerres qu'elle avait une activité antibactérienne contre les Coccobacilles brucella, contre la brucellose, la fièvre de Malte, maladie qui atteint beaucoup les vétérinaires. Elle est aussi diurétique, ou le lierre. On m'avait raconté aussi une formule assez curieuse que l'on pouvait récolter même sous la neige, prendre 20 feuilles de ronce, une feuille de houx parce qu'on craignait un peu la toxicité, et une feuille de lierre seulement parce qu'on craignait également la toxicité. Et il se trouve que le lierre contient des saponosides qui lui donnent une activité antispasmodique contre les toux sèches, les toux d'irritation, et antibactérienne, et on en a fait une spécialité aujourd'hui pour les toux sèches. Deuxièmement, lien avec la recherche par confirmation, c'est ce que je vous disais en début d'exposé. Quand je parlais de mauve, on me disait toujours avec un petit sourire, mais plutôt que d'aller chez le médecin pour traiter un panari et de prendre des antibiotiques, on préférait utiliser des compresses de mauve, ce qui laissait supposer un effet antibactérien qui n'a été prouvé que dans les années 80 par la science. Donc il y a des relations par confirmation scientifique où la gentiane, dont on connaissait il y a un siècle déjà, c'était Kirchleger qui l'avait mis en évidence, un usage pour les cathars bronchiques, alors qu'en fait c'est surtout une plante considérée comme digestive, mais il y a effectivement des relations fonctionnelles bien connues entre le pancréas et ses affections chroniques, d'où découle un lien entre les médecines populaires et la médecine de ville à travers ces notions de drainage qui sont évidemment à faire évoluer. Alors voici la mauve sylvestre que je vous citais tout à l'heure avec son fromageon, son petit fruit. Il existe d'autres mauves, la petite mauve, la mauve musquée qui est les courantes chez nous. Je passe là-dessus. La gentiane, je passe également. Et pour finir, j'ai créé un site qui s'appelle planta.euro.st sur lequel vous pouvez me contacter si vous voulez avoir de plus amples renseignements ou si vous voulez connaître les dates des conférences d'ethnomédecine qui ont lieu le samedi matin dans le cadre de l'Université de Strasbourg. Alors je vous remercie de votre attention et je transmets la parole à mon ami de 35 ans, Bernard.
Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Mon ami Christian Busser vous a fait découvrir les trésors de la biodiversité alsacienne et vosgienne. Ma présentation à moi portera sur la diversité biologique, sur la diversité culturelle et sur les savoirs traditionnels des pays du Sud, à travers 2 expériences de recherche auxquelles j'ai eu l'opportunité de participer. Mais commençons tout d'abord avec cette carte des 25 hotspots de diversité biologique. Ces hotspots, ce sont des zones de mégadiversité biologique de notre planète. Et je vais vous emmener dans 2 de ces régions. Tout d'abord dans les Andes tropicales, et plus particulièrement dans le nord-ouest du bassin amazonien qui se trouve ici. Puis dans une deuxième étape, dans le bassin Caraïbe qui se trouve ici. Le bassin amazonien est caractérisé en fait par une très grande richesse floristique. Les experts botanistes estiment cette richesse à 60 000 voire 80 000 espèces végétales. Richesse associée à une très grande diversité végétale également, près de 300 espèces d'arbres ou d'arbustes par hectare dans la forêt amazonienne, ce qui est quand même 10 à 20 fois supérieur à la diversité que l'on trouve dans nos forêts européennes. Les ethnobotanistes estiment à 2000 voire 3000 plantes les plantes utiles pour l'homme dans ces régions et à 1500 plantes les plantes médicinales. Alors c'est un monde qui paraît immuable, mais c'est un monde en réalité en perpétuel changement, avec des menaces là aussi malheureusement sur les écosystèmes naturels. L'Amazonie, c'est également une mosaïque de peuples et de cultures et qui présente en fait une diversité linguistique tout à fait étonnante, avec pourtant des systèmes d'organisation sociale et de représentation du monde qui présentent souvent de fortes analogies. On est en présence en fait de cultures autochtones qui ont découvert et développé des savoirs qui sont liés à la fois aux médications naturelles du corps et de l'esprit, mais également aux aspects, comme on va le voir, aux aspects écologiques et environnementaux. Focalisons maintenant notre attention sur la région en fait qui se trouve dans cet encadré que vous voyez ici, cet encadré qui s'est situé donc dans le nord-ouest amazonien. Nous sommes en fait à la jonction de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou et du Brésil, une région en fait qui longe le rio Putumayo et qui représente grosso modo un tiers, voire la moitié du territoire français. En y regardant de plus près, on découvre une mosaïque de couleurs qui représente en fait la diversité ethnolinguistique de cette région. Les grandes taches de couleurs, comme vous voyez ici, représentent les principales familles linguistiques des groupes ethniques qui sont représentés. Ici, les Tucano en jaune, en vert clair, on a les Arawaks, les Chibchan en orange se trouvent dans cette partie-là, les Quechua, ce sont toutes les taches rouges que vous avez ici, et les Witoto, dont je parlerai plus tard, ce sont les taches mauve clair, sans compter les Chouars Jivaro qui se trouvent ici en beige foncé. Et sans oublier les isolats linguistiques, puisqu'il y en a dans cette zone, les Paès ici, par exemple, les Baorani dans cet endroit-là, les Yagua ou encore les Tikuna. Plus d'une centaine d'ethnies, plus d'une centaine de langues, en un mot, une richesse hors du commun. J'ai eu l'opportunité, en fait, avec des collègues à la fois anthropologues et chimistes de l'Université nationale de Colombie, de collaborer à une étude sur les sels végétaux. Alors, les sels végétaux, ce sont des produits qui sont en fait préparés par un certain nombre de groupes autochtones qui se trouvent justement dans cette région que je vous ai indiquée, la région interfluviale qui se situe entre le rio Caqueta et le rio Putumayo. Ce sont notamment les Witoto, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais également d'autres groupes comme les Minnan, les Vora, ou les Andok, les Iraniens et les Okaïna. Alors ces sels végétaux, c'est très intéressant, ils sont utilisés en fait à des fins rituelles, mais également à des fins médicinales, et aussi plus simplement à des fins culinaires. Les fins culinaires, c'est-à-dire ces sels sont utilisés en fait à la place du sel de cuisine,
du chlorure de sodium pour assaisonner l'alimentation naturelle. Alors que ces sels, comme on va le voir, ils sont à base de chlorure de potassium ou de sel de potassium, sont beaucoup moins appétants que le sel de cuisine. Ils ont beaucoup moins de propriétés assaisonnantes, si vous voulez, et pourtant, c'est ceux-là qui sont préférés dans cette région. Alors, ces sels végétaux sont également mélangés à un produit qui s'appelle l'ambile. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ambile? En fait, c'est une pâte qui est préparée à partir du jus qui est obtenu par cuisson des feuilles de tabac, une pâte dont les bitotos usent en fait pour s'enduire les gencives, une pâte qui est utilisée à des fins récréatives et dans une certaine mesure à des fins physiologiques. Alors une trentaine d'espèces en fait sont utilisées dans cette région, une quarantaine d'espèces appartenant à une quinzaine de familles botaniques sont utilisées pour la préparation de ces sels végétaux. Là vous avez un exemple d'un palmier ou l'exemple ici de cabosse de cacao. Alors comment sont préparés en fait ces sels végétaux? En fait ils sont carbonisés. Le matériel végétal qui est cueilli est d'abord carbonisé. Les centres sont déposés sur un filtre que vous voyez ici, qui est en fait constitué de feuilles d'héliconia et de mousse. On ajoute de l'eau tiède pour obtenir la dissolution des sels minéraux. Et en fait, ensuite, après avoir filtré, on récupère par évaporation ces sels végétaux que vous voyez dans ce récipient ici en bas. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'une part nous avons analysé individuellement les sels végétaux de la plupart des espèces qui sont utilisées pour leur préparation, analyse que nous avons faite par spectrométrie d'absorption atomique, et nous avons pu remarquer en fait que ces sels végétaux ont des teneurs extrêmement faibles en sel de sodium et des teneurs beaucoup plus élevées en sel de potassium. Alors ce qui est intéressant donc là, c'est de voir que ces sels qui continuent à avoir la préférence de ces ethnies dans la préparation de l'alimentation, alors que le sel de cuisine, le chlorure de sodium, est en fait disponible dans la plupart de ces régions. Ce qui est intéressant, c'est de voir, et plusieurs études médicales le montrent, qu'il y a probablement un lien entre cet usage de sels végétaux dans l'alimentation avec les faibles taux d'hypertension que l'on note dans ces populations amazoniennes qui vivent selon le mode traditionnel. Parce que dès qu'ils abandonnent le mode traditionnel, on perd cette particularité. Et deuxième intérêt, deuxième point qui mérite également l'attention, ces sels, on l'a vu, servent à préparer l'ambile. L'ambile, c'est donc du jus de tabac extrêmement riche en nicotine, et on peut imaginer que là aussi, peut-être, ils antagonisent d'une certaine manière cette activité extrêmement hypertensive de la nicotine. L'ambile est utilisé uniquement par les hommes, les femmes l'utilisent. Pour notre deuxième étape, nous allons nous déplacer un petit peu plus vers le nord-est et nous allons donc rejoindre le bassin Caraïbe que vous avez ici sur cette diapositive. Donc un bassin Caraïbe qui est en fait constitué d'une part d'une Caraïbe insulaire. Vous avez les grandes Antilles ici avec Cuba, l'île d'Haïti, Porto Rico, les petites Antilles sur la partie droite de votre diapositive. Et bassin Caraïbe également qui comprend en fait les côtes de l'Amérique centrale qui vont, on va dire, du sud du Mexique jusqu'au Panama, et les côtes d'Amérique du Sud qui jouxtent la mer Caraïbe, notamment les côtes colombiennes, vénézuéliennes et de ce qu'on pourrait appeler les Guyanes. Alors c'est une région où prédominent notamment avant tout les savanes, avec occasionnellement également de la forêt humide tropicale, avec un climat où alternent en fait les saisons sèches et les saisons humides. Alors c'est une région, là également, de forte diversité biologique, peut-être un petit peu moins forte que la zone amazonienne. Entre 30 000 à 40 000 espèces ont été recensées par les botanistes sur l'ensemble de la région, mais avec des répartitions très inégales. On a par exemple le Cuba, qui est toutes les îles d'ailleurs, mais Cuba notamment, qui est une zone de fort endémisme, 3000 espèces de plantes supérieures, dont 50% de plantes endémiques, 50% des plantes cubaines n'existent nulle part ailleurs dans le monde, n'existent qu'à Cuba. D'autres régions comme Haïti, malheureusement un pays qui est extrêmement durement affecté par la désertification,
avec moins de 1% de forêts primaires résiduelles, alors que d'autres pays comme la Dominique, comme Grenade ou comme Panama, par contre, conservent encore des forêts primaires très importantes. Alors c'est encore une fois une région où les écosystèmes sont vulnérables à cause des cyclones, à cause des épisodes de sécheresse, également à cause de la déforestation, notamment déforestation induite parfois par les humains. C'est une région également où en fait les systèmes culturels sont menacés. Ils sont menacés de désagrégation en fait par l'invasion de cultures exogènes. La mondialisation là également fait ses ravages. Et une région où en fait les populations les plus démunies vivent dans une situation sanitaire préoccupante à cause du non-accès au système de soins de santé institutionnels. Alors la Caraïbe, c'est également une histoire riche et une histoire très tourmentée, parce que c'est une aire géographique qui se situe en fait à la jonction de trois courants culturels majeurs, les traditions amérindiennes, qui sont les cultures des origines, les traits culturels des colons européens, qui sont arrivés entre le XVIe et le XVIIIe siècle, colons espagnols, colons français, colons anglais, dans une moindre mesure allemands et hollandais, et enfin par la contribution bien involontaire des cultures africaines, un apport africain qui est donc arrivé avec l'esclavage. Ce creuset d'influence donnera naissance en réalité à des modèles religieux et à des modèles culturels tout à fait originaux. D'une part, un syncrétisme religieux où l'on verra se fondre saints catholiques, divinités préhispaniques et divinités africaines, des traditions, des savoirs thérapeutiques, des traditions et des pratiques thérapeutiques qui vont s'hybrider, qui vont s'enrichir mutuellement, traditions d'origine amérindienne, d'origine européenne et africaine, avec bien sûr un impact plus important des cultures amérindiennes en Amérique centrale, et un plus fort niveau de rétention des traditions africaines dans certaines régions comme Cuba, tradition Yoruba, ou comme Haïti avec les traditions Fon. À noter également, et c'est important, de très fortes migrations au XIXe et au XXe siècle, tout d'abord des migrations inter-îles, mais également des migrations plus lointaines. On ne sait pas toujours que des dizaines et des dizaines de milliers de Chinois sont venus s'établir à Cuba à cette époque-là, que de très nombreuses populations ont émigré d'Inde pour venir notamment peupler le Suriname ou Trinidad, et également des populations qui sont venues du Moyen-Orient. Alors, j'ai avancé un petit peu là, on va reculer. Voilà. Alors c'est dans ce contexte que j'ai participé en fait à la mise au point et à la mise en place plutôt d'un programme de recherche qui s'appelle le programme TRAMIL, un programme pluridisciplinaire et multiculturel. Alors TRAMIL, c'est un programme de recherche appliquée sur les pratiques populaires de santé, pratiques notamment de santé au niveau de l'automédication familiale, puisque dans notre projet, nous ne sommes pas intéressés aux pratiques des thérapeutes traditionnels qui auraient nécessité de toute façon d'autres approches méthodologiques. Alors ce programme a été entamé en 1983, tout d'abord en Haïti et en République dominicaine, avec une extension ultérieure à l'ensemble en fait du bassin caraïbe et de l'Amérique centrale. Et c'est un programme qui, dès le départ, a associé à la fois des chercheurs académiques, des membres d'organisations non gouvernementales et des associations populaires. Voici l'aire d'action du programme TRAMIL. Sans entrer dans trop de détails, toutes les parties rouges concernent en fait des zones où des enquêtes ethnopharmacologiques ont été réalisées auprès des populations, les petits points noirs étant des endroits où ont été réalisés des travaux scientifiques dans le cadre du programme. Alors les objectifs de ce programme, ces objectifs ont été définis dès le départ en accord avec les communautés. C'est en fait une rationalisation des pratiques traditionnelles familiales, une rationalisation à travers la validation scientifique de ces usages traditionnels. Validation qui doit et qui devait
et qui permettra, dans un certain nombre de cas, la mise à la disposition des communautés de base de connaissances pratiques qui leur permettent de traiter certaines pathologies courantes par les plantes. Un autre objectif a également été la réalisation de jardins communautaires de plantes médicinales. Alors comment avons-nous procédé? Nous avons procédé en fait par une approche à la fois originale et rigoureuse à travers des enquêtes ethnopharmacologiques quantitatives qui basées sur une approche participative avec les communautés. Nous avons travaillé avec des questionnaires qui partaient non pas des plantes, mais qui partaient directement des problèmes de santé locaux pour repérer, pour recenser les usages traditionnels les plus significatifs. Cette phase a à chaque fois été suivie par une évaluation des données scientifiques existantes, données scientifiques sur les plantes recensées à travers ces usages, données scientifiques disponibles dans des publications scientifiques, dans des ouvrages scientifiques à l'occasion, et également par la mise en œuvre, si nécessaire, de recherches complémentaires visant à la validation des usages retenus, parce que de nombreuses plantes, certaines d'entre elles en tout cas, pour certaines plantes, on ne disposait pas en fait de données scientifiques, pharmacologiques ou chimiques. Je ne détaillerai pas ce tableau qui montre tout simplement l'ampleur des enquêtes qui ont été réalisées. Vous y voyez les pays, les lieux et dates d'enquête, la coordination. Ce qui est surtout important, c'est l'échantillonnage. Rien que dans ce qui est représenté dans ce tableau qui s'arrête en fait en 2004 ou 2005, vous voyez que plus de 5000 questionnaires à l'époque ont été renseignés à travers ces enquêtes. Les enquêtes les plus récentes n'y figurent pas. Alors tout ceci pour aboutir à quoi? En fait, pour aboutir à une classification pragmatique des usages traditionnels, une classification qui s'est faite en 3 catégories. Des usages qu'il convient de déconseiller en vertu des risques d'une éventuelle toxicité qui ont été repérés à travers des ouvrages qui mentionnaient cette toxicité ou parce qu'on a repéré dans ces plantes des molécules connues comme pouvant induire une certaine toxicité. Des usages pour lesquels l'information scientifique existante était en fait insuffisante pour pouvoir se prononcer. Et dans ce cas, nous avons programmé des études complémentaires de validation au regard de ces usages dans le réseau des collaborateurs TRAMIL. Et une 3e catégorie, ce sont les usages qui ont fait l'objet d'une validation scientifique, soit par des publications déjà existantes, soit à travers ces travaux complémentaires de validation effectués dans le cadre du programme, des usages qu'il convient en conséquence d'encourager. Alors, portons maintenant en fait un regard d'ensemble sur les résultats de ces enquêtes ethnopharmacologiques sur toute cette aire caraïbe. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est une très forte convergence dans les pratiques et dans les représentations traditionnelles de santé sur l'ensemble de cette région. Et ceci, malgré les disparités économiques, malgré la distance géographique qui sépare un certain nombre de ces pays, et malgré les différences linguistiques, nous avons des populations qui parlent créole, espagnol, anglais et un certain nombre d'autres langues. On retrouve donc dans l'ensemble une médecine traditionnelle basée sur l'usage des plantes, même s'il s'agit plus d'une stratégie de survie pour les populations les plus défavorisées de cette zone, et d'enjeux, on va dire, plutôt écologiques, culturels ou identitaires pour les populations des pays les plus riches. Un autre point marquant dans ces résultats, c'est que malgré le fort taux d'endémisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'usage médicinal des espèces végétales endémiques est en fait restreint. Les plantes à distribution géographique large, donc les plantes néotropicales, celles qui existent sur l'ensemble des zones tropicales américaines, les plantes pantropicales qui existent sur toute la zone tropicale de notre planète, ou encore les plantes cosmopolites que l'on retrouve un petit peu partout. En fait, ces plantes représentent 80% des plantes médicinales communes dans cette région, alors que ces espèces ne représentent que 25% de la flore totale de la région.
Alors, quelques éléments d'explication. En fait, il est extrêmement probable que la diffusion des savoirs populaires occasionnée par les courants migratoires a procédé à une sélection des espèces les plus distribuées géographiquement. Et le deuxième point, qui nous paraît également extrêmement intéressant, c'est qu'il s'agit là aussi, et le plus souvent, de plantes médicinales qui sont en fait gérées par l'homme. Un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple des plantes vosgiennes. Alors ce sont des plantes que les gens trouvent soit dans leur jardin verger, donc près de leur maison, parfois des espèces cultivées en agriculture familiale, parfois des espèces protégées. Les espèces protégées, ce sont des espèces qui ne sont pas plantées, mais tout simplement que l'on laisse pousser, qu'on n'arrache pas et qu'on utilisera à l'occasion, ou même en peuplement sauvage, donc des plantes qu'on va chercher un petit peu plus loin dans la nature, mais là aussi ce sont la plupart du temps des espèces protégées, c'est-à-dire des espèces que les personnes, que les gens auront évité de couper ou de blesser sans raison dans leur promenade dans la nature. On va dire ça comme ça. Alors je vous donne maintenant quelques exemples d'usages inspirés notamment de la théorie de la signature, de laquelle Christian a déjà parlé tout à l'heure. Cette théorie que l'on retrouve tout à fait dans cette région Caraïbe, c'est une théorie qui soutient en fait qu'il existe une marque distinctive qui lie symboliquement le remède à la pathologie. Et on retrouve effectivement, par exemple, dans les maladies du sang, pathologies de type anémie, on retrouve l'utilisation de plantes de couleur rouge, comme vous le voyez ici, Roeos patacea, Comélinacée, qu'on trouve aussi dans nos régions, parfois comme décorative, l'utilisation du manglier, qui donne une tisane rouge foncé, ou encore l'utilisation du jus de betterave rouge. Parfois, cette analogie se situe au niveau de la forme. On a l'utilisation de cette pipéracée, Potomorphe peltata, qui ressemble à un cœur, utilisé en cas de pathologie liée, non pas au cœur d'ailleurs, parce que le cœur, comme dans l'ancien français, dans la région Caraïbe, c'est l'estomac. Mais l'analogie, c'est au niveau de la forme du cœur. Et parfois des analogies également de forme par rapport à un animal. C'est notamment le cas de cet astéracée, Nicania guaco, qui est utilisé par exemple en Guyane contre les morsures de serpents, par analogie avec la morphologie de la tête du serpent et l'analogie de la forme de la tête. Quelques autres exemples, par exemple l'utilisation d'un certain nombre d'espèces en cas de jaunisse, en cas de pathologie hépatique ou hépatobiliaire, la fleur de gombo, la fleur de courge musquée, ou encore la racine du rubiacée, le Morinda royoc, qui est une racine très très jaune, que l'on va tout simplement se passer sur les ongles très tranquillement pour essayer de soigner ce type de pathologie. Alors il y a également bien sûr des usages d'inspiration magico-religieuse, notamment dans le cas du mauvais œil, alors une pathologie que l'on retrouve partout dans cette région, que ce soit, elle est appelée Djok en créole haïtien, elle est appelée mal de ojo dans les pays hispanophones, ou evil eye dans les pays anglophones, et on utilise le plus souvent des bains à base de plantes malodorantes comme le poireau, comme l'ail, ou alors à Saint-Domingue et en Haïti notamment, on utilise une espèce à odeur absolument repoussante qui s'appelle Narvalia dominensis. C'est véritablement assez abominable comme odeur, j'ai senti déjà. On utilise également des colliers de protection confectionnés à partir notamment de certaines graines, comme vous le voyez ici, les graines d'Abrus precatorius. Alors quelques exemples quand même de validation de ces usages traditionnels, il y en a beaucoup, je vous en parlerai tout à l'heure, plus de 300 usages traditionnels validés sur l'ensemble de ces enquêtes. Là je vous en cite simplement 3, par exemple l'utilisation de plantes que vous connaissez probablement, l'utilisation de la feuille de goyave en tisane comme antidiarrhéique, une utilisation qui existait déjà à l'époque parmi les populations amérindiennes et dont l'activité spasmolytique au niveau de l'intestin
et l'activité également antibactérienne a été depuis totalement confirmée. L'utilisation également des petites tomates vertes sauvages dans les candidoses buccales, dans le muguet buccal des jeunes enfants. On prend cette petite tomate verte, on l'écrase, on la passe sur la langue ou dans la bouche. Et là encore, ces petites tomates, surtout pour les espèces sauvages, sont riches en glucoalcaloïdes qui possèdent des propriétés antifongiques. Et une troisième espèce, un séné local, qu'on appelle le dartrier, dattier en créole, qui est une espèce réputée comme laxative et réputée dans les problèmes cutanés. Là aussi, on a pu démontrer une très bonne activité antifongique, notamment dans les cas de pityriasis. Alors, une des actions concrètes du programme Tramil a été également la réalisation en fait d'une pharmacopée végétale caraïbe. Donc, vous avez la couverture ici. En fait, un ouvrage un recueil qui comprend une centaine de monographies de plantes médicinales, recensées donc à partir des enquêtes ethnopharmacologiques, avec des données sur la distribution, les activités biologiques, la toxicité, etc., et des recommandations d'usage, ainsi que des précautions d'emploi. Dans cet ouvrage, vous pourriez voir qu'il y a plus de 300 usages validés pour ces 100 plantes sur la base de données bibliographiques ou sur la base d'études scientifiques qui ont été développées dans le cadre du programme. Alors, dans le domaine de la conservation maintenant, là aussi, de nombreuses réalisations, des ouvrages sur la gestion agroécologique, la participation du programme Tramil à un très gros programme régional du programme des Nations Unies pour l'environnement qui a réuni le Honduras, la République dominicaine, Nicaragua et Panama, et la mise en place dans de nombreux pays et régions de jardins communautaires de plantes médicinales réalisés avec la participation active des communautés. Nous avons également tenu très fortement à faire un retour des informations validées aux populations à travers d'ateliers de vulgarisation, avec une diffusion populaire qui est en fait accessible à tous à travers des outils pédagogiques comme des petits livrets, comme des affiches, comme des émissions de radio, comme même dans certains cas des pièces de théâtre que nous avons réalisées avec des jeunes dans certains quartiers marginaux de Santo Domingo, basés sur l'utilisation des plantes médicinales, et donc plus de 30 publications réalisées dans des langues locales, en anglais, créole, espagnol, français, garifuna, qui est une langue arawak parlée par certaines populations de la côte du Honduras et du Guatemala. Alors, Tramil a été une source d'inspiration, en fait, pour d'autres programmes. Le programme Tramaz, qui a en fait repris la méthodologie Tramil, notamment en Guyane et avec les régions frontalières avec le Brésil. Il y a eu un Tramil océan Indien. Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est que, en fait, une des conséquences un petit peu plus indirectes s'est réalisée en France en mai dernier, par l'adoption par le Sénat et l'Assemblée nationale de la loi de développement économique des Outre-mer, parce que dans cette loi, il y a un article qui est l'article 4, qui intègre en fait les plantes médicinales d'usage traditionnel dans les dom-toms, dans la pharmacopée française. Cette décision, cet article est en fait le fruit de l'action de plusieurs associations scientifiques et culturelles des dom-toms, notamment guyanaises et antillaises, qui ont beaucoup appuyé pour que cette résolution et cette adoption se fassent. Alors, en guise de conclusion, le terme de cette présentation, l'idée principale, en fait, que je souhaiterais partager, ou faire partager en tout cas, c'est l'interdépendance entre diversité biologique et diversité culturelle. Car on ne saurait ni comprendre, ni conserver un environnement naturel sans appréhender les cultures humaines qui l'ont passé. Opposer nature et culture, en fait, relève du regard occidental, de notre héritage judéo-chrétien, je dirais, qui se réfère à un état originel dans lequel la domination sur la nature aurait été accordée à l'homme, en contraste avec la vision, la cosmovision des peuples autochtones et des communautés traditionnelles qui voient
eux, de la culture dans la nature, et de la nature dans la culture, et pour lesquels les frontières de l'humanité ne s'arrêtent pas aux portes de l'espèce humaine. Alors, je dirais que vive cette diversité biologique, tout comme la diversité des peuples et la diversité des cultures. Je vous remercie. Bien, merci donc à nos deux intervenants. Maintenant, la parole est à la salle pour le jeu des questions-réponses. Je vais vous laisser le micro fil, comme ça vous pouvez vous le passer. Je vais prendre celui-là pour le public. Alors, qui commence pour une première question? Une question très simple, peut-être très bête. Pourquoi faut-il ramasser les plantes tôt le matin? Les huiles essentielles, elles commencent à croître le matin jusqu'à midi. Donc, lorsqu'on les récolte le matin, on a tout simplement une dose suffisante. C'est vraiment lié au principe. Ça a été étudié. Maintenant, il y a probablement des exceptions pour telle ou telle plante ou telle drogue. En fait, il y a une périodicité extrêmement importante dans certaines plantes, notamment dans certaines plantes médicinales. Périodicité, ou plutôt un rythme au niveau de ce qu'on appelle des poussées de photosynthèse. Il y a des cas, par exemple, il y a des études qui ont été faites sur la belladone, et on peut montrer dans la belladone que le taux d'alcalinide que vous avez à midi est un taux d'alcalinide qui est 2 fois moins important que celui que vous avez trouvé à minuit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des différences entre les teneurs, pas dans la nature des constituants, mais dans la teneur des constituants présents, qui peut aller du simple au double. Et on peut même se poser également parfois la question de savoir si certains préceptes de nos anciens sorciers et sorcières qui recommandaient non pas toujours de cueillir des plantes au petit matin, mais parfois à minuit ou le soir, si certains préceptes n'avaient pas peut-être quelques justifications sociales. Question suivante. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la science pratiquée par les industries, elle a besoin des connaissances traditionnelles des plantes? Oui, effectivement, il y a une interdépendance, je dirais, entre les deux, puisque l'industrie se sert, du moins une certaine industrie, qui est l'utilisation des plantes médicinales, se sert des recherches qui ont été effectuées sur les plantes médicinales à travers une discipline qui est spécialiste, qui est la pharmacologie et toutes les plantes médicinales. D'autre part, les modèles que l'on trouve dans les plantes médicinales en matière de principes actifs sont un réservoir absolument immense de nouvelles molécules, de nouveaux principes actifs. La question qui peut se poser, c'est a-t-on intérêt systématiquement à utiliser des principes actifs, moyennant quoi on s'oriente vers une sorte de pharmacie chimique, ou au contraire, faut-il, dans un certain nombre de cas, surtout pour des maladies bénignes, des maladies qui ne sont pas particulièrement graves, utiliser ce qu'on appelle le totem des plantes, qui correspond au visage traditionnel, c'est-à-dire la plante en état, ou du moins la plante non retravaillée de façon à isoler les principes actifs. Par exemple, l'utilisation de formes galéniques qui ne sont pas particulières, qui peuvent être des patchs, qui peuvent être des gélules, voire des anti-injectables dans certains cas, mais en observant l'ensemble des principes actifs pour l'évolution des synergies des principes actifs, ou au contraire, faut-il aller vers la synthèse ou vers la synthèse? C'est là la question principale qui se pose aux industriels des médicaments aujourd'hui.
j'ajouterais tout simplement qu'on assiste également actuellement effectivement à une espèce de changement paradigmique de la recherche dans le domaine des nouveaux médicaments, des nouvelles molécules actives, qui sont en train de se rendre compte que l'industrie du chimisme s'essouffle. La plupart des molécules synthétiques qui sont actuellement présentées des dates d'autorisation de mise sur le marché sont ce qu'on appelle en anglais des me-too, c'est-à-dire des copies de molécules déjà existantes où on a ratistonné un petit peu à droite et à gauche molécules qui n'apportent aucun changement fondamental au niveau de la thérapeutique. Et ce qu'a dit Christian est tout à fait juste. Actuellement, il y a une nouvelle donne, notamment en pharmacologie, qui se développe énormément, c'est ce qu'on appelle la biologie des systèmes, c'est-à-dire en fait l'étude systématique des synergies. On se rend compte que c'est probablement à travers des synergies de molécules, la plus au c'est à travers la synergie qu'on arrivera très probablement à améliorer un certain nombre de pratiques thérapeutiques, puisque ces synergies non seulement sont plus efficaces sur un certain nombre de pathologies, mais en même temps ces synergies, la très grande majorité des cas, présentent beaucoup moins d'effets secondaires que des médicaments utilisés uniquement sous forme individuelle. D'autres questions? Oui, ma question porte sur le programme Tramil. Est-ce que vous savez si, par exemple, je prends le cas de Haïti, le ministère de la Santé s'approprie les résultats de votre programme? Est-ce qu'il est appliqué, par exemple? Je dirais en partie, mais les structures institutionnelles en Haïti ont toujours été très faibles. En fait, ces résultats de travail ont été plutôt repris par les ONG. Il y a un ministère qui a repris entièrement et de manière globale tous nos résultats, sans nous citer, mais c'est égal, on n'est pas du tout porté sur le fait que l'empreinte Tramil doit figurer sur ces résultats, mais le système de santé cubain a repris pratiquement tout notre système de classification, le système d'encouragement de l'usage de certaines connaissances. Et en fait, effectivement, il y a eu aussi d'ailleurs pas mal d'études cliniques récentes, pas mal de groupes cubains qui travaillent sur la validation des plantes médicinales cubaines ou caraïbes. D'autres pays ont suivi la même voie, notamment le Guatemala, le Honduras en partie, un petit peu le Nicaragua, d'autres pays pas du tout, parce que là, ce sont des ministères de la santé qui sont soit sclérosés, soit pour qui l'usage des plantes médicinales va contre l'intérêt de certains de leurs amis. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas du tout de citation. Mais je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais un des objectifs actuels de Tramil, puisque la phase d'enquête, la phase des enquêtes, nous sommes à 7000 ou 8000 questionnaires qui ont été réalisés sur tout l'ensemble de cette zone, c'est pas non plus nécessaire de continuer à faire sans fin des enquêtes épidémiologiques. Nous avons en fait un petit peu modifié nos stratégies, et une des stratégies importantes, c'est d'œuvrer, de faire pratiquement du lobbying au niveau des ministères de la Santé, pour essayer de faire en sorte que nos résultats, mais en fait les résultats de ces enquêtes, de ces travaux de validation qui sont des résultats qui ont été jugés collégialement, des groupes d'experts, par des groupes d'ONG, etc., que ces résultats notamment soient intégrés dans le programme de santé. Et avec quelques résultats quand même un certain nombre de D'autres questions? Par rapport au Mexique, est-ce que vous avez d'informations en ce qui concerne les politiques publiques? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons travaillé au Mexique, mais uniquement dans la zone du Yucatan, dans la mesure où, bien entendu, il fallait trouver un périmètre pour le programme Tramil, et que le Mexique central faisait tout partie de son cycle interne du bassin carré. Donc, beaucoup d'enquêtes ont eu lieu dans le Yucatan, avec des résultats d'ailleurs qui ont retrouvé un petit peu les usages traditionnels un peu plus que d'autres pays de la zone, avec bien sûr des spécificités des systèmes. Par contre, au niveau des répercussions au niveau du système institutionnel
informaticien, je n'ai pas tellement d'informations sur un système qui est un peu particulier, sauf qu'il y a eu, comment ça s'appelle, l'ISSM, Institut social, Sécurité sociale. qui a beaucoup travaillé sur le plan médicinal. Il y a eu, nous avons eu des contacts à un moment donné assez serrés avec cet institut, notamment avec le professeur de Sonia. Et il y a eu un certain nombre de travaux et d'évaluations. Et actuellement, je ne sais pas où ça. Mais la question c'était au niveau de la politique. Étant donné les hauts développements et ils sont pionniers dans certains aspects, et comment la politique publique va y mettre. Je ne sais pas, parce que ce sont des Mexicains qui devraient s'en occuper et ils ne vont pas utiliser les extérieurs au pays, parce qu'en fait, pour les pays où ça a mieux marché, c'est plutôt les petits pays où la proximité en fait, entre les chercheurs académiques qui gèrent les ONG et qui travaillent dans ce programme avec les autorités médicales était serrée. Vous pouvez facilement aller presque voir un ministre et dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, et arriver à le convaincre. Au niveau du Mexique, ça me semble. On a une question au centre. Oui, sachant que tout ce genre de trucs, ça coûte plein d'argent, qui paye Tramil et qui paye la même chose en France ou en Europe? Disons qu'en France, les études avec les pharmacologiques qui sont faites par des bénévoles, comme moi j'ai différentes avec en France. Dans d'autres pays, il faut effectivement des organisations plus importantes, plus pluridisciplinaires, déjà parce qu'il y a l'intervention d'Européens qui ne connaissent pas forcément la cause, des médecins, des vétérinaires, ensuite des spécialistes de matière médicale, donc ça demande effectivement d'autres moyens et puis éventuellement des moyens politiques. Mais notamment au niveau de qui est-ce qui va autoriser ou pas autoriser, qui va donner une AMM, il faut quelque part que ça soit fait, donc financé. Et la même chose pour Tramil doit être payé. Par contre, je peux vous dire, quand on a commencé Tramil en 1983, moi en Haïti et mon collègue élève de l'études médicales, nous avons commencé surtout avec une bonne volonté, ça c'est le premier point, avec des ONG, et nous avons passé la moitié de notre temps à solliciter des organismes. Je me rappelle, au début, on avait sollicité des organismes caritatifs de style Pro Festival, et quand on arrivait à avoir l'équivalent de 1500 €, on était super contents parce que ça nous permettait déjà de penser à imprimer nos questionnaires et à faire des choses positives. Ensuite, heureusement, le programme a fait un petit peu bout de neige et à partir du moment où un certain nombre, d'une part, d'institutions scientifiques ont commencé à s'intéresser et à participer à la réalisation de travaux complémentaires, d'autres organismes aussi sont intéressés et un appui énorme que nous avons reçu, c'est l'appui de la coopération canadienne qui effectivement a prêté énormément d'argent, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers de dollars à la mise en place pour payer les enquêteurs, pour réaliser tout le travail qu'a constitué l'élaboration de la pharmacopée des familles, pour aider à payer également les chercheurs de la Sud-Amérique, parce que nous avons essayé dans la mesure du possible que les études complémentaires se fassent dans les universités latino-américaines et les universités de zone, là aussi pour en fait sensibiliser les chercheurs académiques à leur propre biodiversité, à leur propre ressources. Parce que souvent ce qui se passe, heureusement plutôt maintenant, le jeune qui arrive à l'université avait tendance en fait à rejeter ses savoirs traditionnels dans la psychologie, de pour lui arriver à l'université, c'était cette sortie de son rang social très souvent, et en fait il y avait une espèce d'amnésie par rapport à ses origines. Là on a quand même réussi à véritablement motiver beaucoup d'instituts de recherche et d'universités latino-américaines, et en permettant à ces instituts de travailler parce qu'on a pu le payer, même si ce n'était pas des sommes extraordinaires, nous avons pu avancer. Merci. Une autre question? Excusez-moi, je rebondis.
quelle est l'articulation qui existe alors entre Tramil et puis le programme des Nations Unies de l'environnement GEF que vous avez cité dans votre exposé? Pardon. C'est-à-dire, en fait, nous avons obtenu effectivement c'est une histoire assez rigolote aussi, parce que ces programmes des Nations Unies pour l'environnement, et notamment ceux qui sont financés par le GEF, le Global Environment Fund, sont des programmes gigantesques, on ne se rend même pas compte des sommes qui sont mises en place. Et le PN, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, nous connaissons, avait demandé notre participation au programme. C'est-à-dire que participer, ce sont des programmes institutionnels qui travaillent avec le ministère, mais notre organisation étant transversale, étant bien reconnue, et la qualité de notre travail étant reconnue, notamment aussi dans tous les domaines de la conservation et de tous les ouvrages qui avaient été faits, les jardins communautaires qui avaient été réalisés par la famille, nous ont demandé de solliciter une aide financière pour participer en fait au programme, pour que le programme participe au programme. C'est assez marrant parce qu'en fait, nous avons été conduits à solliciter la plus petite somme possible, qui était $500 000. Donc, je n'avais pas demandé moins. Donc, en fait, on n'avait pas sérieux. Donc, en fait, Tramil a obtenu $500 000, mais qui ont été investis uniquement dans des aspects qui sont liés donc, à toutes des activités de conservation, à des activités de diffusion populaire, à des activités de réalisation d'ouvrages très poussées à ça. Donc ça, vous voyez que les 1500 benchmarks qu'on avait eu au départ de grosses possibilités de 500 000 € ou dollars des Nations Unies, effectivement, chemin était pas. Bien. Dans les dernières questions, monsieur. En vous écoutant tous les deux, ça m'est arrivé une idée de croiser un peu cette question des demandes des ressources naturelles. Ici en Alsace, dans ces vallées du Rhin, c'est né l'industrie pharmaceutique. Parce qu'il y a eu la sécurité sociale qui a créé ces marchés captifs. L'industrie pouvait faire parce qu'elle allait vendre. Dans la question de l'Amérique latine ou ailleurs, où il n'y a pas le remboursement des médicaments ou des remèdes qui sont prescrits, naturellement, devait avoir une demande plus grande. Mais là, on va politiser un peu plus la question pour savoir pourquoi cette richesse énorme de la diversité bioculturelle, diversité et des ressources qui sont locales et au niveau n'arrivent pas, non seulement dans les grands pays, mais un peu partout. Il y a d'autres enjeux énormes qu'il faut quand même reconnaître. La diminution des remboursements de l'homéopathie ou des plantes, même ici en Europe, obéit à cette loi générale plus grande, parce que l'efficacité et la prescription médicale, ça passe par des machines qui nous dépassent. Oui, il y a des enjeux économiques importants, mais on observe quand même suspect, puisque il est fort probable que d'ici une dizaine d'années, il n'y ait plus que les médications liées des affections de longue durée qui soient remboursées ou bien remboursées. Le reste, dans les grandes villes, ne le sera plus. Ce qui fait que le patient aura tout à fait le choix entre retrouver des médecines plus traditionnelles, une médecine plus bête, serait du revenu végétal, des synergies dont nous parlions tous les deux tout à l'heure, ou en rester à des médications classiques, allopathiques, telles que nous les connaissons à l'heure actuelle. Mais il y a un autre transfert qui est en train de s'opérer entre l'industrie pharmaceutique qui effectivement a produit des médicaments très largement depuis les 30 glorieux que la façon que nous connaissons actuellement, vers l'industrie agroalimentaire qui cherche à développer des compléments alimentaires où de plus en plus sont à base de vitamines et d'éléments bien sûr, mais aussi de plantes médicinales. Donc
je pense qu'on assistera fatalement pour d'autres raisons économiques à un retour à des médecines plus naturelles, sachant que ça répond en même temps, c'est tout à fait heureux, à un besoin de population que nous souhaitons tous avoir moins d'effets secondaires, moins de contre-indications, moins d'interaction entre les soignants et profiter au maximum des systèmes que nous offrons. Voilà. Une toute dernière question. Après on arrête, à moins qu'il n'y en ait plus. Bien. Donc, il reste à remercier nos deux intervenants du jour. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour cette fois-ci parler de l'homme et ce qu'il peut vivre en équilibre avec son environnement avec Éric Navet. Voilà, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée.